Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Assassinat de Chérubin Okende, à qui profiterait le crime? Article 64, pourquoi Martin Fayulu compte demander au peuple d'en faire usage et pourquoi la CENI refuse un nouvel audit du fichier électoral? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Grande Tribune. Le sujet principal reste l'assassinat de M. Chérubin Okende. Avant d'aller en détail de cette émission, on va d'abord observer une minute de silence en mémoire de l'illustre disparu. Merci beaucoup. Nous pouvons maintenant poursuivre l'émission, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée par cette nouvelle de la disparition de M. Chérubin Okende. Les versions sont multiples, mais la vérité est une. Où se trouve la vérité? Les enquêtes vont bientôt commencer. On a vu le gouvernement saisir l'Afrique du Sud et la Belgique pour les associer à cette enquête qui se veut internationale. Il y a déjà le garde du corps de M. Chérubin Okende qui est déjà en détention. Alors, à qui profiterait les crimes, mesdames et messieurs? Hier, M. Moïse Katumbi s'est rendu à la résidence de l'illustre disparu, avec lui le docteur Denis Mukwege et d'autres personnalités politiques qui ont rendu hommage à cet homme politique qui était porte-parole d'Ensemble pour la République, M. Chérubin Okende Senga. Voilà. Plusieurs spéculations sur ce décès. Qui a raison, qui a tort? Les opposants semblent dire qu'il s'agirait d'un assassinat politique au profit de ce régime. Cet assassinat serait même consécutif au discours du président Tshisekedi à Mbuji-Mayi, qui a dit il s'attaquerait à quiconque mettra en danger la situation sécuritaire du pays. Voilà, il y a des interprétations dans tous les sens. L'opposition, le pouvoir aussi dit que cet assassinat serait orchestré au sein d'Ensemble pour la République de M. Moïse Katumbi. Eh bien, où se trouve la vérité? La question reste posée. Eh bien, je donne d'abord la parole à Maître Bondo. Bonjour Maître Bondo. Merci beaucoup de votre présence dans cette émission. Vous êtes un partenaire important à cette chaîne. Merci beaucoup de votre présence, Maître Richard Bondo. Merci beaucoup, Dan, de m'associer à échanger avec mon compatriote Jean-Félix Senga sur l'assassinat crapuleux de l'honorable Chérubin Okende que nous pleurons. Pour répondre à votre question,
cet assassinat profite aux impies qui n'aiment pas le Congo et les Congolais. Les impies, ce sont les métèques étrangers qui viennent chez nous pour piller le pays, avoir la passion pour nos richesses et avoir du mépris pour le Congolais. Ils détestent les Congolais, le Congo, mais ont la boulimie de consommer nos richesses. Je dis bien race des impies parce que c'est des mafieux. Qui veulent se positionner en politique pour être à l'abri des poursuites. À qui faites-vous exactement allusion, Maître Bondo? Et tirer profit de nos richesses. À qui est-ce que vous faites allusion exactement dans ces qualificatifs que vous évoquez tantôt là? Ici, est-ce qu'il s'agit d'un crime d'État? Non. J'ai dit un crime crapuleux de la mafia étrangère. Vous avez suivi les avocats de Salomon Kalonda qui se sont exprimés en Belgique. Heureusement, ils se sont exprimés en Belgique. Qui ont dit que cet assassinat est consécutif au discours du président Tshisekedi. Teni Mbujima, il a dit qu'il s'attaquerait à quiconque mais mettrait en danger la sûreté de l'État. Vous savez, ce n'est pas parce qu'ils sont belges. Mais c'est ce que dans notre jargon nous appelons les avocats marrons. Des avocats marrons ou des avocaillons. Ces gens-là ne connaissent même pas les lois de la République, ni notre constitution. Ils ne peuvent même pas venir plaider, assister Kalonda ici. Parce que le code judiciaire militaire n'accepte pas que les conseils des prévenus soient des étrangers. Donc, ils peuvent bouffer l'argent mal acquis par le président de Ensemble, qui était gouverneur pillard de la province du Katanga. Mal acquis. Mal acquis, oui, oui. Quand vous pillez, c'est un crime économique imprescriptible chez nous. C'est un crime économique imprescriptible. D'accord, Maître Bondo. Je reviens vers vous dans 2-3 minutes, 5 minutes maximum. Je m'avais donné la parole à monsieur Jean-Félix Senga. Il est l'homonyme de l'illustre disparu. Monsieur Jean-Félix, bonjour. Et voilà, selon vous, à qui profiterait déjà cet assassinat? Quand j'apprenais cet assassinat macabre, odieux, de Chérubin Okende, l'ancien ministre des Transports, j'étais bouleversé. Je ne pouvais pas comprendre, je me suis un peu arrêté pour me poser la question comment des choses pareilles peuvent se passer chez nous, peuvent arriver chez nous. Où allons-nous avec notre démocratie dans ces conditions?
Assassinat, c'est un peu partout, même aux États-Unis. D'une part. Il y a des présidents qui ont été assassinés. Oui. Les présidents ont été assassinés aux États-Unis dans le temps, c'était pour des intérêts. C'était des camps différents. Parce que vous défendez peut-être une telle idée, vous vouliez que les choses se passent d'une manière ou d'une autre et que ceux qui sont au pouvoir ne voient pas les choses de la même manière que vous. Vous estimez que ils risquent de faire couler votre pays selon vos ambitions à vous et vous prenez les armes ou des fois ça arrivait juste, c'est un fou. Il n'a pas été envoyé, il ne sait pas, il prend plaisir à prendre l'arme et assassiner quelqu'un. Ça s'est expliqué au fil du temps quand on faisait des jugements. Aujourd'hui, chez nous, moi je crois que d'abord, nous Congolais, nous n'avons pas cette culture. Nous n'avons pas cette culture. Moi, quand je vois par exemple le président de la République sillonner la ville, se déplacer avec un armada, des militaires et des véhicules impossibles. Moi, parfois, je me demande, il fait ça pourquoi? Parce que moi, je vois mal. Quel est ce Congolais sérieux, ce Congolais normal, dans sa peau normale, avec notre identité, notre culture, avec ce que nous sommes, avec notre bagage humain, nous, Congolais, ce Congolais normal qui s'est révélé pour une raison ou une autre que je vais tirer sur le président de la République. Moi, en fait, ce n'est pas dans notre ADN. Donc, c'est pourquoi c'est quelque chose qui nous bouleverse au plus haut point. Il est vrai, si on remonte le temps, c'est arrivé à l'époque de Chebea, là, ça peut encore s'expliquer. Maintenant, aujourd'hui, on se pose la question. Mais je suis quand même très intrigué de voir la célérité avec laquelle les gens de l'Union sacrée ont la facilité de directement pointer du doigt certains membres de l'opposition. C'est eux qui seraient à la base, c'est eux qui auraient assassiné Okeny. Moi, ça m'intrigue un peu. Je ne comprends pas. Il y a aussi l'opposition qui a comprends pas. Cette célérité d'accuser le pouvoir en Par contre, c'est avec le pouvoir qu'on a vu dans les réseaux. C'est avec le pouvoir. Vous ne verrez pas quelqu'un comme moi. Je me lève directement et je dis non. Cet assassinat ici vient du pouvoir. Sur base de quoi? Comment? Avec quel élément? Je veux me fonder sur quoi? Je ne peux pas me permettre d'affirmer des choses ici, puis demain je deviens ridicule. C'est pourquoi, non, c'est pourquoi tout le monde est tenu à se réserver. Que l'enquête se fasse, après enquête, et je voudrais encore savoir si ici chez nous au Congo, on peut monter une commission d'enquête qui fait son travail et qui rend les conclusions de manière indépendante. Je me pose encore... Ensemble dit que c'est un assassinat politique. Non. Est-ce qu'il... Moi, mon problème, je ne viens pas... Moi, je viens pour dire... des choses pareilles ne devraient pas arriver. Je viens pour condamner cet acte. Je viens pour dire, je ne comprends pas que les uns et les autres trouvent normal déjà de se lancer des balles. Peut-être les gens font des supputations. C'est à tort qu'on accuse le pouvoir. Ils se font des projections. Ils se font des projections. Jusqu'à preuve du contraire, personnellement, je ne sais pas exactement d'où ça vient. Mais maintenant, je voudrais insister sur l'équipe qui doit enquêter. Le problème se pose là-bas. Parce que quand j'ai suivi l'entretien du procureur général de la Cour de cassation avec les journalistes, ça m'a fait aussi tiquer. Parce qu'il a tendance à amener les gens à croire que ça viendrait de l'opposition. Il a tendance à faire croire cela. Et moi déjà, je me suis dit, bon, si on met un gars comme ça dans l'équipe de l'enquête, c'est déjà fauché. C'est déjà faux, c'est mal parti. Voilà pourquoi j'aurais souhaité, moi, qu'il y ait une équipe musclée qui ne serait pas composée que de Congolais, qui ne serait pas composée que de la Belgique et de l'Afrique du Sud.
Vous savez, quand le pouvoir ici s'est négocié, le président de l'Afrique du Sud est concerné au plus haut point. Quel pouvoir? Ce n'est pas ce président-là à qui moi, personnellement, je peux me fier directement, dire je lui fais confiance. Si une équipe de l'Afrique du Sud vient, elle peut venir avec des injonctions claires. Non, monsieur Dan, ne faites pas semblant. On en a parlé. Quand on parle de pouvoir, c'est quel pouvoir aujourd'hui? On parle de pouvoir, c'est le pouvoir de l'Union sacrée. C'est le pouvoir de Fachi. On sait comment il est arrivé, comment il a été négocié, comment il s'est installé. Vous le savez. Et maintenant, si vous me dites, non, il n'y a que la Belgique et l'Afrique du Sud qui peuvent être membres de la commission, moi je me dis, il y a de quoi douter de cette équipe-là, de conclusion de cette équipe-là, parce que déjà, ce que disaient les procureurs de la Cour de cassation, moi, j'ai hoché déjà la tête, je me disais, c'est mal parti. C'est mal parti, parce qu'aujourd'hui, on accuse les gars de quoi? On l'accuse de quoi exactement? On les met lui au frais. Lui, il est renseignant, il est parmi les prétendus assassins. Merci beaucoup. Mais pourquoi on est allé trop vite en besogne comme ça? D'accord, d'accord. Je reviens vers vous incessamment, M. Jean-Félix. Maître Bondo, il y a quand même beaucoup de questions qu'on se pose. La question non seulement de à qui profitent les crimes, mais il y a aussi les circonstances dans lesquelles ce crime se commet. Il se rend à la Cour constitutionnelle, son garde, il est enlevé en pleine journée, dans un milieu où il y a beaucoup d'institutions, où la circulation est quand même importante, et on ne comprend pas, il disparaît un jour, et le lendemain, Je vous dis ceci. il y a quand même anguille sous roche, on ne comprend pas exactement. Il y a quelque chose qui doit être élucidé, maître. Il y a beaucoup à clarifier dans cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Jean-Félix pense que le procureur général près la Cour de cassation ne pouvait pas, au nom du secret de l'instruction préjuridictionnelle, ne pas parler à la presse. Je lui dis non. Avec l'évolution technologique, comme l'affaire a été prise en charge par l'opinion publique, nationale et internationale, par le fait des communicateurs d'ensemble. C'est à 14h, je ne sais pas, 15 minutes ou 19 minutes, que Peter Tchani, nous sommes le 12, pas le 13. Nous sommes la veille de l'assassinat. Lui, Peter Tchani, enregistre son entretien avec le garde du corps, le policier, qui était venu, qui prétend avoir été à la Cour constitutionnelle retirer la lettre, l'invitation, et puis déposer la réponse du défunt. L'honorable décède, est assassiné, où le corps est découvert le 13 le matin. Et dans la conversation, Peter Tchani avec le policier, garde du corps de l'honorable, nous sommes déjà à 14h où on a enlevé l'honorable. 14h du 12. Comment quelqu'un qui est enlevé le 12 peut se présenter, peut être assassiné le 13 le matin? C'est-à-dire, il y a des gens qui suivent la situation. Nous enlevons, nous l'exécutons le 13. Et Élisée Odia,
parlant à 14h, je crois 19, non 35, dans son tweet, vous dit, je crois qu'à 14h35, on n'est pas encore le soir. Mais dans son tweet, Chérubin Okende aurait été enlevé ce soir. 14h35, est-ce qu'on est le soir? Du 12 juillet. Qui est Élisée Odia? Qui est Peter Tiani? C'est des communicateurs dans la cellule de communication ensemble. Merci beaucoup. C'est-à-dire, ces informations qu'ils donnent, ils les reçoivent de quelqu'un de sûr dans l'équipe dirigeante du parti Ensemble. Non, c'est des indices sérieux de la préparation de l'assassinat. Il y a eu un concert préalable auquel les journalistes devaient être associés parce que le fait d'annoncer que l'honorable serait enlevé et amené à une destination inconnue, que le lendemain matin, le corps inanimé de l'honorable soit trouvé dans sa voiture au niveau de Sep Congo, ceci voudrait dire que si le crime était d'État, ces journalistes ne sont pas tendres vis-à-vis du pouvoir. Comment l'État qui aurait préparé le coup en informerait ces journalistes en premier? Donc il faudrait interpeller ces journalistes. Il faut les interpeller. Disons, pour nous, vous voyez, je suis dans ce secteur. Je suis depuis près de 36 ans. Il y a même cet audio, on entend coutumier. On entend même une fillette en train de pleurer sur un audio qui a circulé sur les réseaux sociaux, où on entend une fillette en train de dire qu'on ne l'aimait plus dans Ensemble pour la République. Mais tout de suite après, vous avez suivi... Voilà, le démenti de Peter Tiani, de tous des journalistes. Voilà, ce journaliste-là, Peter Tiani, c'est un astre errant auquel l'obscurité des ténèbres a tout noirci. Mais on est assez dur hein, envers lui. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut qu'il nous dise qui lui a appris ça, qu'il était enlevé déjà la journée du 12 pour être tué le lendemain, le matin. Quand on a trouvé le corps, c'était vers 5h, 6h du matin. Merci beaucoup, Maître Bond. On va prendre... Donc, on va revenir. On doit scruter de ce côté-là. On va revenir à vous avec le deuxième sujet du jour. Monsieur Jean-Félix Senga, on se jette la balle d'un camp comme de l'autre. Ensemble, on dit c'est le pouvoir dit c'est ensemble. On ne sait plus comment... Quelle est la juste mesure? Pas simplement quelle est la juste mesure, mais est-ce que ce n'est pas précipité de le dire pendant que la justice est en train de mener ses enquêtes? Aussi, le chef de l'État n'a pas confiance en notre justice. Vous pensez que cette justice peut produire une enquête sérieuse? Je l'ai déjà dit, il n'y a pas une justice sérieuse dans ce pays sur laquelle on peut compter. Il n'y en a pas. Malheureusement, c'est notre faiblesse. Nous n'avons pas dans cet appareil judiciaire
les hommes intègres, les hommes de caractère, les hommes qui ont la vocation de faire ce métier-là. Parce que quand quelqu'un a la vocation, il se comporte différemment d'un opportuniste, de quelqu'un qui, pour avoir échoué dans toutes les facultés, il est venu échouer en droit, il devient juriste, celui-là c'est un mercenaire, il fait des choses autrement. Mais comme je le disais au début, je suis quand même inquiet par... Il ne faudrait pas que nos amis de l'Union sacrée érigent des murs pour bloquer la vision des gens, de sorte que on ne soit conditionné, on ne pense que d'une seule manière, que non. Parce qu'il y a plusieurs versions. Quand ils s'appuient sur le fait que, comment ils ont dû annoncer à 14 h, du moment que le document sur lequel le garde du corps aurait signé, ce serait vers 16 h. Ça, c'est les procureurs près de la Cour de cassation qui revient souvent, qui attire l'attention des gens là. Moi, je me dis, mais eux, ils ont été là-bas combien de fois? S'ils ont été là-bas à 14 h pour retirer la lettre de la Cour constitutionnelle. À 11 h. Ils ont été là-bas, ils ont retiré la lettre. Bon, admettons que ça soit encore à 11 h. C'est encore une bonne chose. Ils arrivent à 11 h, ils retirent la lettre. Le temps d'aller peut-être rédiger une autre pour qu'ils reviennent déposer. Dans ces entrefaits, comme lui-même semble dire que le patron m'avait remis une certaine somme, je pensais que avec ça je ferais une course. Quand je l'ai trouvé absent, il a trouvé absent quand? À 16 h ou à 14 h? Ça, ils ne disent pas. Mais ils s'appesantissent. Comment Tiani a dit, il a lancé le message à 14 h. Mais le garde du corps a constaté la disparition de son patron quand? À 14 h ou à 16 h? Parce que même l'attention que le procureur voudrait attirer l'attention des gens, voudrait détourner l'attention des gens pour qu'on se focalise que non, le document a été signé à 16 h. Mais ils ont été là-bas 2 fois. Lui a été enlevé quand? Après 16 h, avant 16 h? Si c'est avant 16 h, bon, pourquoi on voudrait s'acharner sur les journalistes qui avaient donné le message qu'il serait enlevé? Parce que c'était possible que ça se passe effectivement vers 14 h ou 15 h. Et pourquoi on voudrait s'acharner sur le fait que non, il donne la précision, c'était 14 h 25. Pourquoi ils voudraient s'acharner? Peut-être ils ont dit 14 h, aux environs de 14 h 30. Mais entre-temps, c'était peut-être à 15 h. Mais pourquoi ils voudraient en faire un argument, ils voudraient en faire un indice sur lequel tout le monde doit tourner son regard? Non. Mais il ne faudrait pas qu'ils conditionnent les gens. Parce que dans le même réseau-là, il y a des choses qui se racontent. Parce que quand vous dites, il y a eu l'audio d'une petite fille, non seulement la famille est venue démentir que ce n'est pas un membre de leur famille, c'est un montage. Au-delà de ça, on vous cite même les noms de la fille qui aurait pleuré, soi-disant étant la fille de Chérubin, et qui serait membre de l'Union sacrée de l'UDPS. On vous cite, on vous donne ces éléments. Mais ça, ils n'y font pas attention, mais ils voudraient seulement de tourner l'attention des gens pour que l'on comprenne que l'assassinat est venu de sa famille politique. C'est pourquoi moi je préférerais qu'on se réserve, qu'on attende des enquêtes sérieuses d'une commission sérieuse. Et j'insiste, dans la commission, vous ne devez pas y laisser que des Sud-Africains et les Belges et les Congolais. J'insiste sur ça en connaissance de cause. Parce que quand vous posez la question, votre question pour l'émission, c'est à qui profitent les crimes? Dans cet état de cause, admettons que l'on devait commencer maintenant à réfléchir à qui pouvaient profiter les crimes. À votre humble avis, avec facilité comme ça, vous allez dire que les crimes profiteraient aux partis ensemble, en tuant leurs membres. Ils tirent quel parti? Il profiterait à qui, selon vous? Par contre, les crimes pourraient
profiter au pouvoir en place. Malheureusement, même au pouvoir, les criminels, ils n'en profitent pas. Par contre, ça leur rend un mauvais service. Oui. Pourquoi? Parce que quand vous suivez les uns et les autres, les juges de Salomon, quand vous suivez les uns et les autres, les juges... Consécutif au discours du président tenu en Bujimaï. Bon, ça c'est ce qu'eux disent. Moi, je ne peux pas d'emblée sauter sur ça. Je ne peux pas d'emblée sauter sur ça. Mais par contre, moi, je pourrais m'appesantir sur le fait qu'on ait arrêté Salomon Kalonda, sur le fait qu'on ait arrêté Franck Diongo. Moi, je veux m'appesantir sur ça. On les a arrêtés avec des motifs fallacieux. Les dossiers sont vides. Est-ce que ce n'est pas le pouvoir qui chercherait quelqu'un d'autre qui pèse dans le parti ensemble pour venir, soi-disant, corroborer ce que eux veulent accuser Salomon Kalonda? À ce moment-là, quand vous analysez de cette façon-là, vous comprenez que le pouvoir ne serait pas innocent dans ce dossier, quand bien même ça ne leur profite pas. Merci beaucoup, monsieur Jean-Félix. On va rapidement prendre la deuxième thématique de l'émission. Non, il faut qu'on termine bien cette affaire. Vous voulez réagir pas? Oui. Vous savez, Dan, vous parlez des Belges là. Ils ne connaissent rien des réalités de notre pays. L'honorable est du même patelin que le président de la République. Il est kassaïen. Donc le président, pour asseoir son pouvoir, trouvait un honorable au Kende un danger quelconque contre son pouvoir. Je dis non. Parce que Honorable n'avait pas la prétention même d'être candidat président contre Tshisekedi. Il se préparait peut-être à son électorat de Lukunga pour être député national. Il y a des rumeurs selon lesquelles il subirait des menaces pour avoir quitté le pouvoir, le gouvernement. Non. Aucune menace parce que l'IGF, qui a l'habitude d'auditer les finances de la République, je crois il n'a pas encore fait un rapport sur l'honorable Okende. Donc, on n'avait pas d'éléments contre lui. Il n'y a aucune raison apparente pour que le pouvoir puisse s'acharner sur l'honorable et surtout l'achever. Il y a aussi une opinion selon laquelle on l'aurait pris comme les autres opposants, mais il est mort par inadvertance. Il serait mort par inadvertance. Non. Inadvertance, pas le pouvoir. Inadvertance, c'est peut-être ce qu'a dit la fille dans l'audio. Ça a été démenti. Non. Qui dément? Ceux qui ont démenti ne sont même pas de la famille de l'honorable. Ceux qui ont démenti, c'est des excités de l'ensemble. Et vous voyez l'agitation qu'il y a. C'est-à-dire les impies. D'accord. Qui ont mijoté. Qui ont mijoté ce coup. D'accord. Merci beaucoup. Se sentent menacés par l'arrestation très proche. D'accord, Maître Bondo. Je prends la deuxième thématique, article 64 de la Constitution. Pourquoi Martin Fayulu compte demander au peuple d'en faire usage? Et quand est-ce qu'on peut appliquer l'article 64 de la Constitution? Dans quel contexte, à quelle occasion on peut justement l'appliquer? Je m'en vais lire le communiqué de la CENI qui refusait justement la nouvelle audit du fichier électoral. Selon le communiqué, il est dit: l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante s'est réunie ce vendredi 7 juillet 2023 pour statuer sur quelques questions en rapport avec le processus électoral en cours. Les points suivants ont été examinés. Premièrement, le rapport du président sous ses échanges le vendredi 30 juin et lundi 3 juillet 2023 avec quelques leaders des partis politiques de l'opposition. Dans son rapport circonstancié, le président de la CENI a porté à la connaissance de l'Assemblée plénière les préoccupations de ses interlocuteurs dont devrait tenir compte la CENI et souligner les vœux légitimes émis par tous
de voir la CENI conduire un processus électoral transparent, inclusif et apaisé. Il s'agissait, entre autres, de la recomposition de la CENI, de la recomposition de la Cour constitutionnelle, de la remise en cause aussi bien de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI que de la loi électorale, les préalables de l'identification et de l'enrôlement des électeurs dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Kwamouth, et enfin la publication des listes électorales et le besoin de l'audit externe du fichier électoral. Alors, la CENI va donc, selon les prescrits de la loi sur son site internet, publier la liste des électeurs. À cette occasion, les parties prenantes pourront procéder à tout type d'opération de contrôle et audit. Ça se fera 30 jours au plus tard avant la campagne électorale. Voici donc les réponses qu'apporte la CENI. L'audit externe du fichier électoral ne constitue pas en soi une exigence légale, et moins encore réglementaire dans le contexte de la RDC. Cet audit est plutôt une activité calendaire. Donc, ce n'est pas une exigence légale, c'est plutôt une activité calendaire qui fait partie des bonnes pratiques reprises dans les plans stratégiques de la centrale électorale en vue de répondre aux soucis de transparence dans la constitution du fichier électoral et de toutes les autres opérations. C'est de plein gré que la CENI s'y est soumise. Deuxièmement, la plénière a noté qu'hormis la récusation de la composition de la mission d'audit externe, aucun argument sérieux n'est venu contredire les conclusions de cette mission. La plénière trouve ainsi illogique d'entreprendre un autre audit externe du fichier électoral sans une justification solide. Enfin, diligenter une nouvelle mission d'audit externe du fichier électoral risquerait d'éloigner la CENI de ses priorités courantes et prochaines qui se focalisent sur les étapes d'avant-conduire l'organisation effective et dans le délai des scrutins du 20 décembre 2023. Il reste encore deux raisons. Je ne sais pas si je dois le lire, on doit courir après le temps. Je pense que déjà le message essentiel a été déjà compris. Voici la réponse de M. Martin Fayoulou après avoir suivi le communiqué de la CENI. M. Fayoulou dit « Notre pays, la RDC, est à son 4e cycle électoral depuis la promulgation de la Constitution du 18 février 2006. L'histoire enseigne que les 3 cycles électoraux passés n'ont pas produit des institutions et des animateurs légitimes à cause de la fraude électorale qui s'est enracinée comme mode d'accession au pouvoir et cette situation va de mal en pis. Ce mécanisme de fraude électorale a également engendré les dirigeants peu souciés du devenir du pays et des générations futures. C'est ainsi que la mission de la CENI a été dévoyée. Elle a été transformée en un levier d'opérationnalisation du vol de la souveraineté du peuple. Par exemple, l'article 47 alinéa 3 de la loi électorale, initié par la CENI, répond à cette logique d'opérationnalisation de la fraude en ce qu'il dispose. Le vote semi-électronique combine l'utilisation du bulletin papier sécurisé et le comptage manuel en même temps avec un dispositif électronique de prise en charge du processus de vote, d'agrégation et de transmission des résultats. Voilà un peu, on peut peut-être se limiter là pour la réponse de M. Fayoulou. C'est toute une page et demie, c'est beaucoup. On se rend compte que M. Fayoulou ne déposera pas les listes de ses candidats. La CENI aussi dit que ce n'est pas une exigence légale d'auditer le fichier électoral, c'est pour des raisons de transparence. Alors, Fayoulou a menacé de faire usage de l'article 64 de la Constitution également. Alors, Maître Bond, je vous pose, je pense, 2 minutes seulement. Je donne la parole à M. Jean-Félix. Quand est-ce qu'on peut faire usage de l'article 64 de la Constitution? C'est quand il y a, selon l'alinéa premier, c'est quand il y a un groupe de gens qui exercent ou qui veut exercer le pouvoir contrairement aux dispositions prévues par la Constitution. Mais ce qui est important pour moi, c'est que cet article, Fayoulou ne semble pas avoir lu son alinéa 2, qui parle de toute tentative de renversement du régime institutionnel est sanctionnée comme une infraction imprescriptible punie par la loi. C'est-à-dire qu'il ose, la loi l'attend. Merci beaucoup. La loi l'attend. Qu'il ose, la loi l'attend. Monsieur Jean-Félix Senga, article 64. Pourquoi M. Fayoulou menacerait au pouvoir d'appeler le peuple
en faire usage de l'article 64 de la Constitution. Pourquoi? Parce que Maître Bondo ici présent va nous aider, nous éclairer à comprendre un certain nombre de choses dans le chef de M. Kadima. M. Kadima, il dit clairement dans sa note circulaire que ce n'est pas légal. L'audit non seulement n'est pas légal, et l'audit est une stratégie calendaire. Est une stratégie purement calendaire. Oui. Mais entre-temps, il ajoute en disant c'est pour des raisons de transparence. Pour ce qui concerne les élections, qu'est-ce qui est plus important que la transparence? C'est la transparence qui est plus importante pour pouvoir mettre en confiance le parti prenante. Mais par contre, c'est ce que lui veut éviter. Il veut éviter la transparence. Il préférerait l'opacité dans la gestion du processus que la transparence. Je ne sais pas si à ce moment-là, on trouve que tout le monde comprend avec lui qu'il n'y a pas d'argument aussi solide pour qu'on en arrive à l'audit externe. Je ne sais pas si tout le monde peut partager ce point de vue-là. Il ne faudrait pas que dans ce pays, ceux qui ont eu la chance d'avoir la charge de gérer la CENI croient que la CENI c'est leur affaire à eux, c'est leur affaire privée. Et ils ne sont que des arbitres. Il vous a promis. La CENI est là pour jouer un grand rôle de départager les parties prenantes. Il vous a promis. Mais par contre, lui, il entretient l'opacité, il est contre la transparence, il veut le flou artistique et avec ça, nous conduire aux élections, entre guillemets, transparentes. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Et vous savez, lors des discussions, il s'est même permis de dire... Il a dit qu'il n'y a pas d'argument sérieux. Comment il n'y a pas d'argument sérieux? L'argument le plus sérieux, c'est de nous assurer la transparence dans ce processus électoral. C'est l'argument le plus sérieux. C'est le motif le plus fondé possible. Comment il peut prétendre qu'il n'y a pas d'argument sérieux? L'audit a déjà été fait. Non, par contre, là où je disais que Maître Bondo allait nous aider, parce que moi je ne suis pas juriste, à 64. Et ça fait, nous sommes au 4e cycle électoral. Le 3 premiers, il y a eu audit. C'était des actes maintenant réglementaires. N'est-ce pas? Et ça fait aujourd'hui, ça fait pratiquement office d'une jurisprudence administrative, soit-elle. N'est-ce pas? Et quand on prendrait le droit positif congolais, on trouverait que, en tant qu'aussi source de droit, c'est légal contrairement à ce que lui a affirmé dans son document. C'est là que je disais, je fais appel à lui. Sa notoriété fera qu'il ne peut pas s'échapper, il dira ce qu'il y a. Ça fera, à ce moment-là, oui. Pardon? Ça fera office de jurisprudence. Tout à fait. Ça fera office de jurisprudence. Vous vous souviendrez, en 2018, quand nous avons fait l'audit, c'est l'OIF qui a fait. C'est un cabinet externe, n'est-ce pas? C'est l'OIF qui a fait. Et cet audit nous avait pris à peu près 21 jours. Et même 21 jours après, les membres de l'OIF disaient que ce n'était pas suffisant, quand bien même on avait recueilli suffisamment d'éléments. Entre autres, 10 millions d'effectifs en 2018. Entre autres, 16% des gens qui n'avaient pas des empreintes. La CENI est indépendante. Pourquoi vous menacez de faire appliquer l'article 64 pendant que la CENI est un organe technique? Mais effectivement, la CENI est un organe technique, un organe citoyen. Voilà. C'est un organe citoyen. Et c'est ce que Kadima semble perdre de vue. C'est ce que Kadima semble ne pas comprendre. Il a fait une affaire privée. Non. Nous aurions voulu que par Kadima, par la CENI plutôt, nous serions proches les uns des autres pour nous dire non, nous sommes dans les bons. Alors que les meilleurs gagnent. Admettons que on faisait cet audit et que tout s'est passé dans la transparence. Moi, je crois que vous aurez coupé les herbes aux pieds de M. Fayoulou s'il n'est pas élu, qu'il crie encore « Je suis président élu ».
Mais pourquoi vous voulez entretenir ce flou-là? C'est là toute la question. C'est pour dire qu'Kadima a des choses qu'il cache. Voilà pourquoi il ne veut pas du véritable audit. Il a des choses qu'il cache. Merci Et beaucoup. c'est pour cette raison qu'il faut lui dire non. Si Kadima peut cacher des choses, pour avoir caché des choses, c'est servir du peuple pour nommer celui qu'il veut nommer. Il faut lui dire dans ces conditions, ce serait un coup d'État. Et ce coup d'État-là exigerait que le peuple s'élève. Voilà ce qui répond à la nia soulevée par Maître Bondo. Maître Bondo, cet argument n'est pas fondé. Cet argument, comment trouvez-vous cet argument? Le fait qu'il y ait des institutions. La CNI a balayé tout ce qu'il a dit là. La CNI promet la publication sur son site de tous les électeurs. 30 jours avant la campagne électorale. Oui, tous les électeurs. 30 jours avant la campagne avant électorale. la campagne électorale. Ils peuvent consulter et dire celui-ci est fictif. Nous avons été dans le quartier, il n'habite pas là-bas. Ce temps-là sera suffisant pour... Oui, sera savoir... suffisant. Nous avons des contraintes constitutionnelles. La plus importante, celle d'avoir les élections au 20 décembre, l'élection présidentielle au moins. Donc cette contrainte-là, on ne peut pas la contourner. Et Kadima vous dit, l'audit international que vous revendiquez s'est tenu et on a même nettoyé le fichier électoral. Est-ce que... Il y a je ne sais pas combien de millions qui ont été élagués de la liste. Fayoulou dit ceci. L'histoire renseigne que les 3 cycles électoraux passés n'ont pas produit des institutions et des animateurs légitimes à cause de la fraude électorale. Nous disons que Faché est légitime, les députés qui sont là sont légitimes, les sénateurs sont légitimes. Fayoulou, c'est simplement... D'ailleurs, il a cessé d'être politicien. Lui-même a fait forfait. Il a dit, je ne serai pas candidat. Est-ce que ni je 2011, ces cycles étaient... il n'y a pas eu fraude en 2011. Il y a eu fraude. En 2006, il y a eu fraude aussi. Oui, il y a eu fraude. Les deux premiers cycles, il y a eu fraude. Et le dernier cycle n'était pas très transparent non plus parce qu'on ne comprend pas comment la majorité élise le président de la République et puis la même majorité il y a risque qu'il y ait eu fraude. Les gens de FCC. Il y a risque qu'il y ait eu fraude aussi en 2018, Maître Bondo. Non. Il est possible qu'on ait même trafiqué. aux États-Unis, il y a toujours dans le cycle électoral des fraudes. Aucun cycle électoral n'est parfait. Aucun, à travers le monde. Mais la perfection n'entraîne pas la fraude quand même. La perfection, non. C'est pas une erreur. Non, c'est pas des erreurs, dit. Toi, Al Gore et Bush, je crois, Bush Junior, c'était quoi? Il y a eu des erreurs. Mais Bush a été reconnu président légitime des États-Unis. Donc ça c'est coutumier à tout le processus électoral, à travers le monde. Ce n'est pas chez nous un processus à la Poutine. Chez nous, il y a une institution indépendante et véritablement indépendante, pilotée par un expert internationalement connu. Maître, quelle est la conséquence qu'il peut y avoir s'il y a un nouvel audit? C'est quoi la conséquence? Non, c'est le problème de contrainte, de temps. Pourquoi l'OIF a refusé de venir, arguant qu'on lui avait prescrit 10 jours et que c'était insuffisant. 5 jours. Ou 5. Maître, mais si on va aux élections dans ces conditions-ci, et que l'audit et qu'il y a audit, on garde la loi sur la répartition des chaises telle qu'elle est votée, mais on fait en même temps un audit, il n'y aura pas de conséquences. Est-ce qu'il risque de ne pas avoir de conséquences? Non. L'audit peut se faire pendant que le processus est en cours. Non, je crois que là, on veut fausser le jeu. Vous savez, nous devons avoir la culture de la présomption de bonne foi. Non, la CNI ne s'obstine pas. Ceux qui sont obstinés, c'est l'opposition, il y a pété. C'est ceux qui sont obstinés.
l'opposition y a pété. Comment? Parce que nous, les électeurs, nous sommes prêts. Nous disons, nous, électeurs, moi j'ai ma carte. Que vaut cet audit par rapport au moi détenteur de ma carte d'électeur? Sûr d'aller dans l'isoloir et placer mon bulletin de vote dans une urne. Que vaut cet audit-là par rapport au moi déterminé d'aller dans l'isoloir et placer ma carte dans l'urne, mon bulletin de vote dans l'urne? Monsieur Félix Senga, quel est votre point de vue par rapport aux gens d'ensemble, en vol et LGD de Matata qui disent avec ou sans audit, nous irons aux élections? Je vais répondre à cette question. Je vais répondre. J'espère que vous allez me donner aussi du temps comme maître. Maître venait d'affirmer lui-même que le premier cycle, le deuxième, il y a eu fraude électorale. Le troisième, ça n'a pas été très transparent. Il a affirmé. C'est ce qu'affirme le président Fayulu. De ce point de vue-là, quelle est cette élite normale qui va se contredire dans la proposition de la solution? Comment se renier en tant qu'élite? On cherche la lumière, vous voulez l'obscurité. Vous voulez les ténèbres. Vous préférez les ténèbres qu'à la lumière. Maintenant, vous voulez demeurer élite. Chercher la perfection. Mais c'est ce qui est anormal. Et on voudrait justifier que tous les processus électoraux à travers le monde ont toujours des problèmes. C'est vrai. Mais parce que nous en avons des très graves. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on trouve la solution? Pourquoi vous voulez vous échapper? Et d'ailleurs, nous vous disons ceci. À cause de ces fraudes électorales des 3 derniers cycles, c'est ce qui explique le fait que le pouvoir en place, les institutions engendrées par ces élections frauduleuses, hein, ces institutions-là et leurs animateurs sont souvent incapables d'engager le pays dans la voie du développement. Il va falloir que nous nous arrêtions un moment, nous disions, nous devons regarder dans la bonne direction, nous tous ensemble. Non. Rien non les gens disent non, pas ça. Rien n'est on doit continuer. Rien n'est garanti comment? Rien n'est garanti que si on accède à cette demande, vous n'allez pas inventer d'autres exigences, d'autres revendications. Parce que vous avez des revendications. Là, vous nous soupçonnez. C'est grave. Vous nous soupçonnez. Nous avons dit, nous voulons ça. Non, c'est une question. Et puis, qui quand la CENI dit, Kadi dit, je vous promets. C'est comme s'il nous fait cadeau. Je vous promets d'afficher les listes. C'est comme si c'est de son propre gré. Lui, l'individu, Kadima, se dit, je leur fais quand même grâce. Mais c'est la loi qui l'exige. C'est pas lui. Lui, il l'a pas fait. Ni été la rencontre, ni été le fait de lui rappeler ces choses-là. Il ne s'engagerait pas sur cette voie. Donc, ça ne vient pas de lui. C'est pas un cadeau. Mais là, il vous a donné raison quand même. C'est pas un cadeau. Et lui qui prétend que nous n'avions pas d'argument solide. Mais il a trouvé quand même une formule. Oh non, je vais vous faire un cadeau d'afficher les listes. De quoi nous parlons? Moi, je voudrais que l'élite congolaise se réveille pour une fois. Est-ce que c'est une solution de ne pas prendre part à ce processus? À ne pas déposer les... Bon, moi, je veux bien qu'on aille déposer. Si vous voulez jouer le match, vous connaissez déjà les résultats. On sait déjà qui a déjà gagné à ces élections. Donc, nous allons seulement jeter l'argent, nous allons perdre notre temps, nous allons crédibiliser ces processus, nous allons, entre guillemets, légitimer maintenant le mandat de Tshilombo qui vient. On dit non. Vous allez assumer. Assumer quoi? Parce que nous sommes assumés. Oh, nous avons été courageux. Nous avons été courageux pour prendre une telle décision. C'est une décision amère. Par rapport ensemble. Par rapport, parce que vous tenez seulement que j'aille de ce côté-là, que je laisse d'argumenter contre la position prise par Maître Bond. De ce côté-là, moi, je ne mets pas de l'eau dans ma bouche. Moi, je suis parmi les gens qui ont dit au président Martin, il faut laisser ces gens entre eux. Ils n'ont pas la même vision, la même compréhension des choses comme nous. Apparemment, ils me donnent même l'impression de ne pas savoir qu'est-ce qu'ils veulent. On a fait 3 cycles électoraux. Il n'y avait que des fraudes.
Vous allez faire changer ces fraudes comment? Avec un fichier vicié. Avarié. Comment? Voilà pourquoi moi j'ai trouvé moi-même une explication. Merci. Que je n'impute à personne. Ça c'est moi qui réfléchis à haute voix. Pour moi, nous avons des visions différentes. Fayoulou sait ce qu'il cherche, ce qu'il veut pour ce pays. Fayoulou travaille, il a un rêve, un souci pour ce pays. Mais dans ce processus ici, Katumbi, tout ce qu'il cherche, c'est d'inscrire son nom dans ce processus à la CENI. Au moins que son nom soit retenu, il y aura une jurisprudence pour les années à venir avec votre loi Tchani. Il est Ça, sûr. ça c'est un. Ça, je vous le Merci dis. beaucoup, monsieur Deux. Félix. Non, vous m'avez posé la question. Vous avez dit, Matata Pogno, avec tout ce qu'il a comme démêlés judiciaires, il a besoin d'une certaine légitimité pour se couvrir, pour se protéger. Alors lui, il a tout intérêt à devenir député ou sénateur pour se protéger. Bon, c'est Sanga. Bon, il veut seulement inscrire son nom en grand caractère dans l'histoire de ce pays. C'est tout. Merci La beaucoup. vision, c'est nous qui l'avons. Voilà pourquoi nous disons on ne peut pas continuer à blaguer avec la vie du peuple congolais, avec la vie de la RDC. Merci beaucoup, M. Jean-Félix Senga, sans pour autant revenir sur ceux qui disent que vous aurez vendu votre candidature à M. Katumbi pour ces élections. Maître Bondo. Oui, mais je voudrais quand même appuyer les cris de Fayoulou là, par rapport à la Cour constitutionnelle. J'ai l'impression que ceux qui gèrent la Cour même sont distraits. La Cour constitutionnelle. Hein, parce que, Le président ou le PG? non, Le président de la Cour constitutionnelle le ou bien président, le le procureur? président de la Cour constitutionnelle et ses membres, les 9 membres, ils sont distraits avec le greffier en chef. Pourquoi? Parce que quand vous lisez les articles 6, 7 et 8 de la loi organique De la Cour constitutionnelle. de la Cour constitutionnelle, il faut maintenant voir qui ont achevé leur mandat. Il y a parmi les 9 membres les gens qui sont en glissement de mandat. Il faut ne pas prêter le flanc à l'opposition demain pour dire la Cour qui a promulgué les résultats était irrégulière. Parce que il y a au moins 3 membres qui doivent sortir par tirage au sort. Ils ont fait mandat. Oui, ils sont fait mandat. Ils sont même déjà au-delà du mandat. Alors, il faut que la Cour veille à ça parce que l'opposition n'en parle pas. C'est pour dire, dès que ces gens, nous arrivons vers les élections, nous posons le problème, ils sont illégitimes. La Cour ne pourra pas publier les résultats. Je le dis en tant que professionnel. C'est un conseil que je leur donne. Parce que quand je demande rendez-vous au président, il ne répond même pas. Le président de la République. Non, le président de la Cour constitutionnelle. C'est pour... Moi, je me demande... Qu'est-ce que je vais demander chez eux là? Je suis bien dans mon cabinet, je réfléchis pour la République. Donc, vous avez... Mais, je dis, à la lumière des articles 6, 7 et 8 de la loi organique de la Cour constitutionnelle, il y a parmi les membres des membres déjà hors mandat. Il faut qu'ils partent. Et c'est la charge, selon l'article 36 de la même loi, c'est la charge du greffier en chef. Il doit procéder au tirage au sort. Donc, Fayoulou... Et il faut que la Cour soit composée régulièrement. Mais quand nous voulons nous approcher de ces gens pour leur montrer que voici des failles, l'opposition n'a pas tort de revendiquer la recomposition de la Cour constitutionnelle, faites en sorte que vous organisiez avec le greffier en chef le tirage au sort. Et ce sont des conseils comme ça que je leur donne gratuitement maintenant sur votre chaîne, parce que ils se croient bien là-bas, assis, mais quand on va commencer à les contester, qui sera responsable? On va jeter ça sur le dos du président de la République. Est-ce qu'eux-mêmes ne connaissent pas le droit pour savoir qu'il y a certains qui doivent... Non, mon cher ami, c'est l'ivresse du lait. L'ivresse du lait aveugle les esprits.
C'est pour cela que moi, sur votre chaîne, je prends ce courage d'en parler, qu'ils voient déjà qui sont hors mandat. Parce que vous allez arriver là-bas et on vous dit non, mais la cour qui a validé la candidature de tel est irrégulière. Non, ça oui, vous comprenez ça balise le chemin des contestations. De contestation. Mais tout ça, moi je dis, je voudrais rencontrer le président. Pouvez-vous accepter un rendez-vous, tout ça, je viens. On ne répond même pas à mon texto. Alors que je suis quand même une intelligence congolaise dans ce domaine, peut-être avant eux. Est-ce que vous avez écrit? Mais, mon cher ami, vous avez écrit. Quand vous appelez par élégance, vous envoyez même un texto, c'est écrit, non? Un texto, c'est un écrit. Mais on ne vous reçoit, disons, on ne répond même pas au texto. C'est comme quand vous écrivez au Premier ministre. Vous attendrez l'avènement de Jésus-Christ pour recevoir une réponse. Tous les ministres ici ne vous répondent pas. Et moi, je ne sais pas dans quelle administration. Moi, je me rappelle sous Mobutu. Général Nzimbi, un lieutenant Bouchiri arrête mon client à la cité de l'Oyoa. Je vais voir le client, Bouchir me dit, maître, je peux aussi vous arrêter. Mais voyez quand même votre client parler avec lui. Ici, il n'y a pas d'avocat. Lieutenant Bouchir à l'époque. Je rentre à mon cabinet, j'écris au général Nzimbi. À 16h, je vois mon client dans mon bureau. Et le lendemain, je reçois la lettre du général Nzimbi Wabassa, commandant de la garde présidentielle. Voilà les gens qui savaient l'administration. Mais tout ce monde ici, vous écrivez au Premier ministre, aucune réponse. Ça a commencé depuis Badibanga, Chibale, Koso. Ils ne vous répondent pas aux lettres. Matata, je sais, il répondait. Mais les autres là, jusqu'à celui-ci, personne ne sait répondre à une lettre. Je ne sais pas pourquoi ils sont là, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ils sont chefs du gouvernement, ils sont ministres du gouvernement, ils sont ceci, cela. Le casting pose un peu problème, hein? Le casting. Oui, mais c'est un problème de casting, vous avez raison. C'est ce que je voulais dire, surtout pour la Cour constitutionnelle, parce que nous courons un danger. Il y a péril en la demeure. Merci beaucoup, Maître Bond. On va finir avec Monsieur... C'est gratuit, hein? Merci beaucoup. Donc, Monsieur le PG, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, en tout cas, veut répondre à cette demande qui est vraiment fondamentale. Elle en va de la bonne tenue des élections cette année, 2023. C'est très, très utile. Maître Bond doit vous rencontrer. Ce n'est pas quand même n'importe qui, hein. C'est en tout cas un chevronné dans ce domaine-là. Veuillez le recevoir, s'il vous plaît, messieurs. Ça sera bénéfique pour toute la République. Alors, on finit avec vous, monsieur Jean-Félix. Est-ce que... Que va-t-il se passer en janvier 2000 Qu'est-ce qui pourra advenir? À quoi vous pensez en janvier 2024? On dira le jour où le président a presté serment, presque au même jour, à cette date-là. À quoi vous pensez? Qu'est-ce qui peut se produire ce jour-là? Le président Tshisekedi prête un mandat prête serment pour un second mandat? Ou quelle formule? À quoi vous pensez? Ou M. Katumbi, puisqu'il sera candidat? Non, lui sera invalidé. Ça sera invalidé. En tout cas, comment maître sait-il que lui... Non, lui c'est un étranger. Il faut être congolais pour être candidat. Ça, la loi le dit. La Constitution le dit. Oui, mais... Congolais d'origine. Lui n'est ni congolais, il n'a aucune goutte de sang. Jean-Félix, vous vous êtes battu avec moi à l'UDPS pour ça? Pour qu'un étranger vienne et être candidat chez nous. Nous allons contester sa candidature. Il y aura d'abord une phase, la contestation des candidatures. Devant la même Cour constitutionnelle, dont je demande la régularité dès maintenant. Sinon, ce sera des dégâts. Ça sera des dégâts. Mais ça c'est quelque chose que nous gardions dans notre poche. Ah, voilà. On vous attendait au tournant. Mais, oui, parce que on travaille. Nous, on travaille sur tous les dossiers.
Nous, on ne fait pas de l'opposition systématique, dans les vides. Non, on travaille sur tous les dossiers. Donc, il y a beaucoup de choses. Et quand nous insistons sur Kadima, nous savons ce qu'il y a. Quand dans ces documents-là, on reprend l'article 47, on sait de quoi il est question. Parce que Kadima voudrait nous ramener tous. On ne va se conformer qu'à la loi. La loi n'intervient que quand il s'agit de leur intérêt. À ce moment-là, on fait appel à la loi. Quand il s'agit de l'intérêt général où l'opposition est comprise, à ce moment-là, on fait fi de la loi. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans ce pays. Voilà pourquoi le président Martin dit il estime qu'il va falloir qu'on mobilise le peuple. Nous allons devoir commencer des tournées à travers les provinces. Nous allons faire comprendre aux gens pourquoi nous avons pris cette décision qui n'a pas été facile, qui n'a pas du tout été facile. Ce n'est pas facile. Mais nous l'avons quand même prise, nous avons pris ce risque-là. Ce n'est pas parce que nous aimons plus nos petites personnes que ce pays, nous tenons quand même à ce pays. Nous voulons inscrire nos noms dans l'histoire de ce pays, l'histoire de ce pays. On ne doit pas passer ici que le pays, nous voulons, nous, en passant, que nous laissions des traces dans ce pays, que nous sommes passés, que le pays laisse les traces seulement à nous, bénéficier du pays sans rien donner au pays. Voilà ce que nous voulons, donner quelque chose au pays. C'est pourquoi nous voulons, pour une fois, qu'on organise de bonnes élections. Qu'on organise de bonnes élections, celui qui aura gagné, si c'est Fachi comme il est au pouvoir, avec tous les moyens de l'État, et qu'il gagne ces élections, nous serons le premier à dire félicitations, tu as gagné, au moins pour une fois, nous commençons quelque chose de légitime. C'est ce que nous voulons. Quand vous me demandez qu'est-ce que vous vous attendez, nous nous attendons à cela. Nous voulons que les choses se passent proprement. Jusqu'à quand? C'est possible de voir M. Katumbi président? Pardon? C'est possible de voir M. Katumbi président dans ce pays? Bon, moi je ne suis pas son porte-parole, je ne suis pas communicateur de l'ensemble, moi je prêche pour la Mouka, donc Katumbi est aux élections présidentielles. C'est notre adversaire, donc c'est pas moi qui vais vous dire j'aurais souhaité que lui soit président. Par contre, j'aurais souhaité que le peuple qui s'était exprimé en 2018 en faveur de Fayoulou réitère son expression et que Fayoulou et l'Imperium engagent pour une fois le pays dans la voie du développement. Voilà ce que nous voulons. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Félix Sega, pour avoir répondu à notre invitation. Toutes nos excuses pour le petit retard avec lequel nous avons commencé. Maître Bondo, merci aussi. C'est moi qui vous remercie. Pour votre disponibilité, mettre un débat de haute facture, tel que le public le veut, l'a toujours voulu. Ils m'ont dérangé, ils m'ont beaucoup dérangé. Appelez Maître Bondo, appelez M. Jean-Félix Senga, nous aimons bien les entendre. Donc j'ai tenu vraiment à vous avoir depuis, je pense, plusieurs semaines déjà. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, vous avez été là. Merci beaucoup, ce public est très content, je pense, de ce débat. En tout cas, ils vont réagir sur les plateformes digitales. Et puis, nous dirons encore quand est-ce que nous pourrons vous inviter à nouveau. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Bon début de semaine. Et que nous souhaitons vraiment que toute la lumière soit faite autour de cet assassinat de M. Chérubin Okende. Au revoir. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite.